Hello and good evening. Bonjour à tous. Depuis Londres, c'est un plaisir que de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cette session parallèle portant sur l'analytique des données et les considérations relatives à la vie privée. Steve Wood, commissionnaire adjoint au bureau du commissionnaire des informations, et je préside également un comité dans l'OCDE. Et nous avons aussi panélistes très éminents pour parler de l'analytique des données et la vie privée. Je vais présenter nos panélistes tout d'abord et après faire une introduction brève à cette thématique. Nous avons une large gamme d'expériences depuis la société civile, dans le cadre de l'industrie, les professionnels du domaine juridique et les professionnels, les experts en matière de vie privée et les données. Gustavo Bustarain, coordinateur mondial de Hogan Lovells, le bureau barreau juridique international, l'analyste des politiques internationales qui travaille pour rattaché à Accessna, et David Panissar, consultant juridique pour Serial Cynical 19 qui représente la société civile, Lucie Laudibert, officier, fonctionnaire de Private International qui représente la société civile, Caitlin Fennessy, vice-présidente et directrice des savoirs et des connaissances en intelligence artificielle, IAPP. Et finalement, Ed Britton, vice-président de l'associé GC et chef à la privacité, à la vie privée mondiale. Ils vont nous accompagner pour nous pencher sur ce thème qui est crucial pour nous. Et avant de céder le micro à nos panélistes afin de les prier de commencer à ébaucher leurs commentaires, l'analyse des données et comment on réglemente cet univers. Nous avons géré les risques et voici des questions essentielles pour la protection des données. Nous voyons déjà les implications pratiques qui commencent à émerger en ce moment. On peut déjà réfléchir à l'échelle et à la portée des analyses de données. Nous savons que l'utilisation s'étend de plus en plus dans le domaine public-privé. Nous savons déjà que ces données sont essentielles pour les modèles opérationnels et opératifs. Nous savons que les coûts fléchissent rapidement, que le stockage de données, le cloud, le nuage nous permettent d'avoir une meilleure adoption, et ceci a déjà aidé à pallier à la COVID-19. Alors, analysons le contexte. Définition initiale de l'analyse de données recueillies de l'Information Commission's Office, de notre propre site web et notre propre boîte d'outils d'analyse de données disponible en ligne pour les professionnels dans le Royaume-Uni. L'analytique ou analyse de données peut être tenue comme un logiciel qui peut automatiquement découvrir des systèmes dans l'ensemble de données pour faire des prédictions, des classifications ou des qualifications de risques. Nous savons également que les algorithmes font partie intégrante de l'analyse de données. Ce sont des règles mathématiques qui sont imparties au système informatique pour qui gère certaines tâches. Les organisations utilisent de plus en plus cette catégorie d'algorithmes avancés que nous connaissons comme intelligence artificielle ou IA. Et c'est là qu'on pourra définir la théorie et le développement des systèmes informatiques et qui peuvent gérer des tâches qui requièrent l'intelligence à un niveau humain. Donc, la différence entre l'IA et l'analyse de données est à savoir, l'IA peut utiliser les critères humains, cette prise de décision
d'où découlent les risques et les bénéfices de cette technologie. Nous allons parler de l'analyse de données en général, pas seulement de l'IA. Et il est important de tenir en compte cette définition de l'analyse de données. L'analyse de données, probablement la définition plus large que l'intelligence artificielle elle-même, car les coûts et les barrières à son utilisation, l'utilisation de l'analyse de données est moins importante que celles qui sont utilisées pour l'intelligence artificielle. Mais souvenons-nous que l'analyse de données est accessible aux organisations petites et moyennes entreprises. Cela dépend de la rapidité à laquelle ils peuvent les mettre en place et l'utilisation de logiciels au niveau des tiers parties et au niveau d'utilisation commerciale. Je vais parler des risques et des risques dont le panel va parler. L'analyse de données et cible les personnes dans le cadre des décisions. L'être humain se trouve au cœur de nos débats, de nos échanges. L'analyse de données est en train de modéliser les décisions, à savoir comment quelles sont les implications pour les êtres humains, les sociétés, sur le recrutement, la prise en charge médicale et l'impartition de la justice. Et quant à la poursuite de crimes et de délits, nous savons que nous allons développer des profils et des analyses à partir de cette analyse de données. Et l'automatisation, on peut penser aux différents stades du procès à partir des intrants et des données qu'on reçoit, comment on va concevoir les algorithmes et les impacts à la sortie de ces algorithmes. Et on peut penser de façon objective aux bénéfices de l'analyse de données pour la recherche, les constats qu'on pourra faire quant à l'utilisation du logiciel et l'analytique des données pour en savoir plus sur les différents défis à relever dans la société, comment mettre à profit ces données pour l'utilisation publique. Nous savons comment l'analyse peut être utilisée pour personnaliser les données afin que les services soient plus faciles à utiliser pour les personnes dans le domaine public et privé également. Et nous savons également, nous connaissons l'importance des droits et des principes et des réglementations de la protection des données qui sont des sauvegardes importantes pour les données qui vont surgir à partir de l'analyse des données. Certaines organisations parlent des défis qu'elles devront relever dans le contexte de l'analyse des données et comment les appliquer. Il est important de toujours se concentrer sur l'importance de ces sauvegardes et comment nous allons les déployer de façon pratique. Il faut penser aux droits, à des droits très particuliers dans le contexte de l'analyse des données, le droit à refuser, à objecter l'intervention humaine et son importance, le droit à effacer nos données. Et nous savons que la protection des données est essentielle pour voir une réussite à cette analyse des données. Nous ne pouvons construire la confiance, cultiver la confiance auprès de notre public si les lois de la protection des données et de la vie privée tournent de façon efficace pour étayer une véritable confiance dans la pratique sur le terrain. Et comment nous allons pouvoir modéliser une analyse de données qui soit juste et proportionnelle, comment étayer la transparence à ces données et lui donner une impulsion vis-à-vis du public, comment mettre à profit les outils par design et par redevabilité pour encourager la confiance de la part du public. Et la question également, quand appliquer ces analyses de données dans le cas des enfants et comment prendre en compte les meilleurs intérêts de l'enfance des enfants. Et au final, quel est le rôle des autorités dans le cadre de la protection des données, le rôle pour la protection de la vie privée. Alors, une protection d'extrême à extrême et la protection ex ante. Quel est le rôle des autorités au premier stade de la conception en termes de la consultation et l'assessorat qui doit être géré? Quel est le rôle des autorités à la protection des données pour faire valoir la loi, pour appliquer ces principes a posteriori? Donc, nous avons toute une série de questions très intéressantes qui surgissent et j'espère qu'on pourra les aborder au cours de ce panel. Alors, j'invite les panélistes à participer et je donne la parole à Eduardo Bustaran, notre premier panéliste, pour qu'il nous fasse les premières ébauches portant sur ce thème à partir de sa perspective. Eduardo, soyez le bienvenu et nous avons hâte d'écouter vos commentaires. Merci Steve, c'est un
plaisir que d'être ici, même si c'est en virtuel, d'être ici parmi vous et avec le public. Bon, nous débattons et nous analysons un thème formidable et, comme tu l'as bien dit, qui va bien en deçà de nos paroles. Je suis certain que nous allons écouter des contributions précieuses de la part de nos panélistes. Bon, ma contribution si modeste à l'occasion de cette session provient du monde juridique, du domaine juridique, et je crois que je pourrais vous parler et mettre sur la table quelques idées, à savoir comment devons-nous interpréter et appliquer le cadre juridique existant. Alors, probablement, nous allons parler de politique, mais il y a un cadre juridique existant où j'évolue, le GDPR, et qui est clairement un outil vraiment très important. Et comment l'interpréter afin de parvenir aux meilleures conclusions dans ces deux mondes. Je crois que vous avez préparé le scénario de façon excellente. Je ne crois pas que je pourrais renchérir là-dessus. Mais ce que je veux dire quand je parle d'obtenir ce qu'il y a de mieux des deux mondes, comment mettre à profit les opportunités de l'analyse des données, comme tu l'as mentionné, à partir du secteur public-privé et les différents secteurs de l'économie, et que ce soit qu'on fasse allusion aux grands consortiums, aux petites entreprises, moyennes entreprises, comment faire que l'analyse des données puisse se traduire en approvisionnement et fourniture d'informations importantes qui bénéficient tout le monde. L'information, c'est plus que le pouvoir. L'information, c'est le progrès, l'évolution, la prospérité pour tous. L'analyse de données pourra nous mener à ce plateau. Mais bien sûr, en même temps, il faut s'assurer, dans la mesure qu'il existe des risques, quant à la sauvegarde des données personnelles. Il y a des risques qui se posent, donc il faut s'assurer qu'il y aura les sauvegardes nécessaires à mettre en place. Et dans le cadre juridique existant, comment parvenir à cet objectif? Donc, je vais soulever 3 points et que je retrouve de façon récurrente au quotidien dans ce domaine-là. Premièrement, le contrôle, la maîtrise. Tout le monde dans le public comprend bien qu'est-ce qu'un contrôle, qu'est-ce qu'un procès. Mais dans le contexte de l'analyse des données, il est important de pouvoir évaluer, de savoir que ce sont les processeurs qui gèrent le traitement des données. Les contrôleurs participent au procès également, mais ceux qui analysent les détails de ces données, ceux qui peuvent finalement extraire une valeur de ces données, sont les traiteurs de ces données. Mais puisqu'ils ont une relation si directe avec ces données, parfois il est facile de brouiller le procès du traiteur des données et le procès. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une frontière entre les contrôleurs et ceux qui traitent ceux qui font le traitement de données. Et un autre point sensible, quelle est la base juridique pour l'analyse des données? Chaque cas aura sa propre nuance juridique, mais ici, je fais appel à la valeur des intérêts légitimes. Tout le monde dans le public sait de quoi je parle quand je parle de valeurs légitimes en tant que base, en tant qu'assises légales qui sont assujetties à leurs propres conditions, mais qui se trouvent là néanmoins et qui doivent être reconnus comme les fondements de l'analyse des données. Et il est important que les avocats, les régulateurs et toutes les parties prenantes reconnaissent cette assise juridique. Et par ailleurs, et je suis certain que cela va être soulevé à maintes reprises lors de cet échange, quand on parle de l'analyse de données, la protection de données, que nous soyons des TPAs ou des praticiens, il faut également penser à
à l'analyse de données, qu'elle soit compatible avec la minimisation des données. Comment pouvons-nous y parvenir quand la minimisation des données consiste à réduire la quantité des données, l'analyse des données d'un côté qui voudrait élargir la valeur des données. Plus de données tu as, plus de valeur tu obtiens. Donc il y a une contradiction. Alors comment franchir ce fossé? Et bon, d'après ce que j'ai observé, la minimisation des données dans ce contexte est liée avec non seulement la réduction du volume de données, mais éliminer cette information confidentielle, personnelle, et éliminer un grand volume de données qui pourrait faire que cette information soit utilisée de façon intrusive et même en arriver à l'anonymisation. Alors ces trois exemples sont très importants dans le cadre de l'interprétation et le cadre juridique dans le contexte de l'analyse des données. Much, Eduardo. Those are really Et merci beaucoup, Eduardo. Trois questions très pertinentes que tu as soulevées ici. Il me semble que la question sur les contrôleurs et les traiteurs de ces données et ce qui est établi dans ce contexte va définir les relations. Nous devons explorer cette question et vous avez vraiment parlé du cadre juridique et la minimisation des données qui utilisent l'anonymation des données. Et je cède le micro à Daniel, notre prochain panéliste d'Access Now. Et merci de ta perspective. Et vous qui travaillez depuis la société civile, merci. C'est un plaisir que d'être ici parmi vous, de faire partie du panel. Access Now est un groupe d'organisation des droits humains qui travaille pour la défense des droits numériques des individus dans le monde entier. Cela fait longtemps qu'on travaille à la protection des données, l'intelligence artificielle et bien d'autres thèmes. Et en termes de mon historique, je ne suis pas avocat, je suis philosophe. Et je commence par une citation, une définition philosophique. La définition initiale de l'analyse de données est un logiciel qui pourra décrire automatiquement des systèmes à partir de données. Nous parlons d'apprentissage automatique ou de machine learning. Si nous parlons de décrire des systèmes automatiques où les systèmes apprennent, nous parlons de machine learning. Apprentissage automatique. Et sur cette base, à partir de cette définition, je passe à la définition de l'analyse des données, cette dichotomie de l'intelligence artificielle et l'analyse des données, car si on parle de IA, on parle d'apprentissage automatique. Donc, il y a d'autres types d'analyse de données qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose de très typique d'un philosophe, établir cette définition, et c'est vraiment ce qui caractérise un philosophe. On va parler de design et qu'est-ce que la protection des données pourra faire pour garantir que l'analyse des données soit gérée de telle sorte qu'elle puisse protéger les personnes et en même temps qu'elle représente et offre des bénéfices. Mais quelle est la tendance que j'observe de plus en plus fréquemment, et c'est que quand les préjudices et les nuisances vont bien au-delà du cadre à la protection des données qu'on observe, pendant longtemps, les personnes ont justifié leurs inquiétudes quant à la reconnaissance faciale, l'analyse des foules, etc. Mais une des tactiques de l'industrie et une réponse à ces inquiétudes sont des techniques de vie privée par design. Par exemple, que les données passent à travers le nuage et sont traitées de façon transformées de façon centralisée, ou des caméras qui feront la reconnaissance faciale et avec de différentes classifications de systèmes biométriques, la reconnaissance des dispositifs. Mais cela n'est pas la solution en soi, non, parce que le problème, c'est la transformation même. Et bon, quelques exemples ici. Même quand on protège la vie privée, cela pose problème. Il y a des cas où il est fabuleux de s'y prendre ainsi, et c'est très bien. Mais parfois, il faut chercher ailleurs.
Et je tiens à dire qu'il y a énormément d'analyses de données de très mauvaise qualité, bien mal gérées, et de nombreuses industries sont en train de gérer une révolution, mais il y a énormément de déchets dans ce domaine-là. Et ce n'est pas seulement les données, mais le procès de transformer les données, de recueillir les données, ce n'est pas seulement une question d'aller les retrouver et d'aller les extraire. Il y a un phénomène social sous-jacent et ces phénomènes sociaux sont difficiles à transformer en données. Et la manière dont ils deviennent des données, cela peut poser un problème parce que parfois c'est impossible de le faire. Et en analysant, par exemple, un cas particulier, nous avons analysé, nous sommes intervenus lors d'une affaire au Brésil. Un opérateur était en train, en ce moment-là, d'utiliser un spectaculaire, une grande affiche pour la reconnaissance de données des passants. Et ils affirmaient qu'ils étaient en train de recueillir des informations anonymes sur ces personnes dans la foule et que personne n'allait être identifié, qui ne faisait qu'agréger des données. Mais bon nombre de ces applications sont très problématiques. Et il n'y a pas une base scientifique à la reconnaissance faciale. Les scientifiques experts des émotions l'ont affirmé ainsi. La question des sexes également joue un rôle important ici. Et de façon systématique, il y a une discrimination contre les personnes non binaires et, par exemple, les transgenres. Et il y a un système qui, en fait, est en train d'étiqueter les personnes avec un sexe erroné. Ce n'est pas aléatoire. C'est un groupe spécifique qui est ciblé, des personnes qui systématiquement sont aliénées et discriminées. Donc, dans certains contextes. Alors, quoi qu'on puisse suivre certaines transformations des données et au fur et à mesure qu'on les protégera, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et un autre commentaire. Faire l'analyse de données n'est pas toujours la façon correcte de s'y prendre. Il y a des situations où le recueil et la transformation et le traitement des données n'est pas souhaitable. Par exemple, le secteur de la technologie, de l'éducation, il me semble que c'est un secteur où les personnes font le constat d'écart entre, par exemple, l'éducation quantitative, utiliser des bracelets pour mesurer les émissions biométriques des enfants, la reconnaissance faciale, la reconnaissance du mouvement impliqué aux élèves et pour évaluer en temps réel leur concentration ou l'attention qu'il faut en classe. Et ces différences identifiées sont fausses, qui ne sont pas basées sur des théories bien fondamentées. Mais même si on peut le faire de façon correcte et exacte, et je le doute énormément, le fait d'utiliser l'expérience dans salle de cours avec tous ces dispositifs de surveillance est quelque chose qu'on devrait remettre en cause et qu'on voit comme quelque chose de désagréable, qu'on perçoit comme quelque chose de désagréable. Mais quand il s'agit de saisir les données, comment pouvons-nous saisir les données? Comment pouvons-nous mesurer l'attention des personnes? Comment pouvons-nous savoir s'ils ont une bonne performance dans la salle de cours? Et si les élèves se rendent compte de cette situation, ils vont commencer à faire semblant qu'ils sont très concentrés et qu'ils suivent attentivement et cela va annuler la validité de ces actions. Alors, il y a des problèmes avec les ciblages qu'on propose et donc il faut les identifier très clairement. Alors, bon, ajouter des données dans cette situation, il est possible d'obtenir une amélioration et nous écoutons toujours cette idée que nous avons des idées meilleures dans certains contextes à la protection des données, par exemple, qui serait une barrière au développement et la minimisation des données et qu'il existe un conflit entre la minimisation des données. Mais dans tous les cas, il y a un intérêt et une étude. Et par exemple, nous avons fait des études sur le bien-être
livello tecnico et sur le bien-être du public et des enfants. Et nous avons parlé de familles vulnérables et fragiles et les chercheurs. Et on a parlé alors des résultats de ces actions qui sont gérées pour le bénéfice des enfants et les données recueillies à partir du travail sur 4000 familles. Alors, nous avons travaillé avec les techniques les plus sophistiquées possibles. Alors, nous avons fait quelques commentaires et nous ne sommes jamais parvenus à une plus grande précision. Alors, nous avons commencé à nous rapprocher d'eux à travers l'apprentissage automatique. Nous avons utilisé investi près de 400 000 euros, rien n'a bien tourné. Donc, il y a de nombreux exemples et nous savons que même si plus de données signifie une meilleure analyse, parfois il y a une intersection avec d'autres phénomènes, tels les phénomènes sociaux très complexes qui ne mènent à rien et qui résistent à l'identification. Et j'ajoute que parfois, l'idée de produire des résultats, et c'est ainsi qu'on opère dans de nombreux cas, mais parfois, ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire parce qu'on trouve de grandes discrépances entre les personnes, des groupes dont nous avons des données et des groupes dont nous n'avons rien du tout. Et on pourrait terminer avec des résultats très biaisés. Et le dernier point, il me semble que les personnes ne doivent pas faire confiance dans l'analyse des données telle qu'on la trouve maintenant. Il faut faire de grands efforts pour développer la crédibilité. Il y a de nombreux éléments à gérer, beaucoup à faire. Nous avons déjà travaillé sur les registres des systèmes. Amsterdam et Helsinki sont en train de mettre à l'essai un système qui est déjà établi dans l'article 64 de la législation nationale des Pays-Bas. Ceci est très intéressant car surtout dans le secteur public, si on est en train de faire des actions qui vont valoir la peine, il faut être transparent quant à nos actions. Merci. Merci beaucoup. Merci Daniel. Il y a eu énormément d'observations, beaucoup d'introspection également par rapport aux avantages et aux bénéfices d'utiliser le processus d'analyse de données, ainsi que les bénéfices de ces derniers dans un monde qui recherche constamment la protection des données et comment procéder à une évaluation dans la précision en matière de protection des données. Donc cela nous amène à dire que nous avons besoin d'une orientation, d'une approche holistique, et c'est important de prévoir cela dans les normes afin de pouvoir résoudre tout ce qui est en cours par le biais des normes. Concernant les registres publics et en matière de transparence, cela nous amène donc à notre prochain intervenant, David Barrison, de Article 19, qui aborde les questions de la transparence en vertu de l'article 19, cette perspective particulièrement importante de la société civile et différents pays avec lesquels nous travaillons face aux défis auxquels ils font face. Merci. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci, Linaï. J'étais dans une autre assemblée concernant les questions de la vie privée. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent physiquement à Mexico. J'aurais adoré y revenir. Mais je voudrais tout d'abord prendre une perspective pour dire que nous parlons donc de l'analyse des données, mais il y a d'autres thématiques que nous abordons ici. On peut, par exemple, également aborder la question de la loi d'information du crédit des États-Unis, ainsi que les registres centralisés en matière d'informatique en Europe, au Canada, ainsi que la récupération massive d'informations. On peut l'appeler registre, banque de données, big data ou mine de données, données partagées, apprentissage automatique, peu importe comment vous voulez l'appeler, il s'agit d'une continuité
d'un problème de longue date, d'un problème de données de big data. Disons qu'on n'aborde pas ces questions sans ne rien savoir. Je voudrais me concentrer sur un aspect fondamental de ce cadre juridique et également sur la question de la reddition de comptes correspondante. Comme cela a été dit auparavant par le représentant du Conseil européen, il s'agit d'une question de confiance à l'égard d'un système qui est régulé d'une manière qui soit fiable pour le public, pour le secteur privé ou pour le secteur social. Donc cela va entraîner une réaction négative et c'est la raison pour laquelle nous avons 120 pays qui ont adopté des lois de protection des données parce que le modèle d'autorégulation doit être accepté par le public, même s'il n'est pas reconnu par la majorité du monde. C'est une question non pas exclusive de l'Europe, mais c'est bien présent dans l'ensemble des pays, dans les 2 tiers des pays des Nations Unies. Donc, dans le champ de la transparence qui est dans l'article 19 s'occupe, nous allons voir des différents éléments de transparence concernant la loi de protection des données. Il y a également des questions liées à l'accès des personnes, la récupération d'informations et comment on procède finalement à cette récupération d'informations, comment ces informations sont transmises à autrui. Il y a eu davantage de développement autour des algorithmes et de la question de la transparence, des évaluations de la protection des données et également des lois en matière de transparence d'algorithmes. Donc c'est au-delà d'une question en Europe, il s'agit vraiment d'un mouvement à l'échelle mondiale. Donc alors que nous essayons d'élucider tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et lié à l'apprentissage automatisé, il y a énormément de thématiques que nous devons aborder, mais nous devons penser au-delà de la protection des données, nous devons également penser aux autres thématiques qui concernent la société, telles liées à la transparence. Nous avons près de 120 pays qui ont des lois concernant la liberté d'expression, donc nous prétendons faire en sorte que les organismes gouvernementaux rendent des comptes sur leurs activités respectives. En Pologne, il y a eu une affaire, un cas où la Cour a dû intervenir car le gouvernement ne voulait pas dire comment il avait désigné les juges pour certaines affaires et cela est un cas grave de problème politique puisque dans ce cas-là, quelle est la prise de décision, comment est-elle effectuée? Et donc sur les questions liées à la loi sur la transparence, nous avons vu le cas où ce groupe donc polonais a effectué une réclamation. Donc nous voyons là combien et comment on peut utiliser une loi en plus de la question de la protection des données, bel et bien sur la reddition de comptes. On utilise donc des lois pour rechercher les informations sur la récupération de données biométriques également, dans nos bureaux au Brésil également qui travaillent sur cette thématique. Il y a également des points liés aux lois concernant les systèmes de marché et d'achat public, qui vend quoi et quelles sont les règles derrière ces coupes gouvernementales. Donc il y a énormément de thématiques à aborder. Donc comment pouvons-nous arriver à cette transparence puisqu'on sait que les lois traditionnelles de protection de données nous emmènent sur ce chemin d'une façon ou d'une autre, mais nous nous trouvons toujours loin de l'objectif puisque certains éléments tels que le GPDR ici qui sont pas aussi efficaces qu'ils ne pourraient l'être
Mais la question ici sous-jacente, c'est comment arriver à cela. Ce que l'on n'a pas dit auparavant, c'est que les registres d'algorithmes sont une excellente idée pour faire en sorte de vérifier bien ce qu'on leur demande et travailler sur la transparence des données qui interviennent au sein du système. Donc, nous allons au-delà de la simple information, de l'information détaillée, de l'information véritablement détaillée. Après, nous avons les évaluations de risque et les différents audits. Tout cela est utile d'une certaine manière, mais je ne me reposerai pas uniquement sur ces prérogatives-là, puisque certains audits ne sont pas forcément effectués de façon significative. Il faut au contraire qu'ils soient effectués de façon significative, comme le public l'attend, mais les audits sont souvent déstructurés et réglementés par les organismes de régulation. Donc, il s'agit juste qu'elles ne camouflent pas ce qui doit être publié. Sur la question de la consultation, la plupart des pays ont déjà une loi d'évaluation, de protection d'évaluation de la loi environnementale. Les impacts sont beaucoup plus utiles que les impacts sur la vie privée, puisque l'impact mental exige des consultations publiques. Tout le monde n'a pas des lois pertinentes, mais en tout cas, on exige que la consultation soit incorporée dans le système de retour d'information. S'il s'agit d'une centrale hydroélectrique ou d'un barrage ou de la construction d'une route, eh bien, l'impact doit être signalé. Sinon, la décision d'élaboration des travaux peut être bloquée juridiquement. Donc, comment allons-nous incorporer, évaluer ce qui doit être fait? Autre chose également à quoi nous devons penser concerne la protection des informateurs. Très peu de pays, peut-être une trentaine de pays à peine, ont une loi spécifique aux informateurs. Quelqu'un qui travaille pour une entreprise technologique qui fournit des informations au niveau interne, et dans ce cas, eh bien, sa carrière est terminée. Donc, comment protéger les informateurs qui révèlent des informations importantes et qui font que les redditions de comptes sont bien effectuées de telle manière à ce qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité. Puis vient également la thématique qui est donc comment procéder à ces tests de méthode orientés en matière de droit. Comme cela a déjà été précisé, la loi de protection des données, en particulier aux États-Unis, où le secteur privé dit, voilà, nous n'avons pas besoin d'avoir une loi approuvée, nous pouvons fonctionner de façon volontaire. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, comment allons-nous mener la transparence et la question de la reddition de comptes afin que cela puisse faire valoir dans la manière de rendre justice, et comment les groupes civils, les groupes de consommateurs peuvent participer pour s'assurer que les lois s'appliquent bel et bien, ces mêmes lois qui souvent ne sont pas appliquées par les mêmes régulateurs. Demandez à Max Trump à cet égard. Et en dernier lieu, je voudrais juste dire qu'il y a un besoin réfréné d'interdire certaines choses. Est-ce que telle ou telle chose est acceptable, telle ou telle chose ne peut pas être faite? Pensons un instant à cette loi d'information sur le crédit aux États-Unis qui interdisait que des suppositions soient effectuées à partir de la race, l'appartenance raciale des personnes. Cela était clairement une question de discrimination basée sur la richesse ou l'appartenance communautaire, mais ces personnes n'avaient absolument aucun historique de crédit, aucune autre raison
pour qu'elle soit éliminée de cette liste. Et cette pratique s'est étendue dans d'autres pays du monde. Donc il y a des pratiques qui sont mauvaises et qu'il faut donc éradiquer. Merci. Très bien, merci beaucoup Dave. Vous avez mentionné des points additionnels très importants qui nous permettent de voir des aspects beaucoup plus étendus en matière de transparence. Pensez-vous que nous pouvons les utiliser pour améliorer la transparence, puisque la transparence ne concerne pas uniquement ce que nous utilisons, mais quels sont également les mécanismes de transparence et les groupes qui peuvent procéder à une observation minutieuse de ces registres publics que nous pouvons également mettre à profit sur l'impact environnemental. Au Royaume-Uni, il y a davantage de consultations quant à l'utilisation de ces données et nous élaborons des techniques où nous appelons à des consultations citoyennes au cours desquelles le public peut vraiment bien comprendre les risques et les résultats de l'impact dans différents secteurs. Il s'agit donc de points particulièrement importants par rapport aux différentes couches impliquant cette transparence. Je vais désormais demander à Lucie Audibert d'intervenir, Lucie de Privacy International. Merci beaucoup Steve. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces idées échangées, des idées claires, intéressantes. Et je suis conseillère juridique à Privacy International. Nous sommes une ONG basée à Londres. Nous agissons à l'encontre des gouvernements et des lois abusives d'un point de vue technologique. L'un de nos prérogatives est de lutter pour un monde technologique qui soit juste, où la technologie n'explose pas pour les questions de pouvoir. Il s'agit donc de former les personnes et les sensibiliser afin qu'elles se rendent compte de ce qui se passe pour pouvoir par la suite restructurer leurs actions. Et nous travaillons dans le monde entier et nous voyons ce grand enthousiasme en matière d'analyse de données et nous soutenons l'efficacité qui est liée lorsque celle-ci est utilisée à des fins positives. Mais cela peut avoir des répercussions même sur la dignité même des personnes. Nous allons donc penser dans le secteur humanitaire, par exemple. Ils sont particulièrement motivés sur tout ce qui concerne l'analyse des données, puisque cela peut les aider énormément pour redistribuer l'aide humanitaire. Cependant, dans un rapport de la Croix-Rouge de 2019, il était dit que ce principe de ne pas faire de dommages qui s'applique à l'aide humanitaire, eh bien, s'applique à l'usage de données dans l'action humanitaire. Donc très souvent, nous avertissons de quelle manière l'utilisation de données peut se convertir en un instrument d'oppression. Et je rejoins certaines préoccupations qui ont été mentionnées, qui ont été soulevées, puisque la prise de décision doit être publique et comment cela affecte la transparence. Je voudrais donner quelques exemples. Par exemple, sur la distribution, comme vous le savez, au cours des dernières années, nous avons vu que le gouvernement utilisait de plus en plus l'analyse des données au niveau technologique pour pouvoir effectuer les prises de décision au niveau des politiques publiques ou engage des entreprises qui permettent d'évaluer, par exemple, la question de la santé publique au cours de la pandémie, même des entreprises telles que Solbright qui ont été engagées afin d'obtenir des informations concernant les gens. Et en essayant de faire naître cette association publique-privée en matière de partage de données, eh bien, ce sont des associations dommageables qui ont des fonctionnements par des processus obscurs
l'accès aux informations est très limité. Lorsque les informations sont divulguées, eh bien, on ne sait pas comment ces informations ont été traitées, on ne sait pas quels ont été les systèmes d'analyse effectués, on ne sait pas quelle est leur réalité à l'échelle publique, sur l'ampleur publique. L'impact public est quelquefois l'analyse d'impact en matière de, euh, en matière de droits fondamentaux. Et cela est absolument problématique lorsque il s'applique dans des contextes de grands déséquilibres de pouvoir, par exemple, sur les notions de bien-être et d'immigration. Et dans le domaine du bien-être, c'est un domaine où les personnes peuvent être affectées directement. On voit dans certains pays, l'analyse des données qui est utilisée pour rationaliser la distribution des bénéfices. Et très souvent, les gouvernements s'associent à des entreprises privées, en des courtiers en données, en particulier des fondations Charisma, par exemple, qui est un partenaire colombien de l'entreprise de qualification de crédit Experian, pour créer un système de prévision qui permet de générer des revenus dans la tentative de réduire la quantité de gens qui puissent être éligibles à la réception d'allocations sociales. Donc, ces données comme arbitres de bien-être peuvent entraîner de grandes affectations. Par exemple, au Québec, une femme a perdu ses bénéfices sociaux pour handicap à cause d'une dépression parce qu'elle, dans ses photos de Facebook, elle avait l'air heureuse. Donc voici ici un abus de données et c'est à peine la pointe de l'iceberg, puisque dans certains cas, on utilise ces technologies et les gens ne savent pas que les bénéfices, leurs prestations leur ont été refusées justement par le biais d'investigations sur Facebook. Donc on voit que dans certains côtés, on a déjà un certain type de logique. Aux Pays-Bas, il y a peu, un tribunal a déterminé qu'en traitant de grandes quantités de données, on peut commettre une fraude dans la distribution de bénéfices et de nombreuses personnes dans d'autres pays. Il n'y a pas d'exigence en matière de transparence. Donc il y a des domaines où il y a énormément de déséquilibre de pouvoir entre les gouvernements et les citoyens peuvent utiliser ces vulnérabilités individuelles, comme cela a été dit par David. Donc il peut y avoir un intérêt public de démontrer la réalité des données, mais il est nécessaire d'avoir une justification concernant bien le fait de savoir pour quelles raisons certaines personnes ont été privilégiées, d'autres non. Mais ici, si nous réduisons l'individu à une donnée ou un ensemble de données, ici on le contrôle comme bien la place qu'il occupe dans le monde. Ça, c'est le côté obscur de cette proposition. Les gens doivent pouvoir récupérer une certaine autonomie, une certaine dignité et cesser d'être uniquement des données. Je conclus sur ces mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Tes commentaires sont particulièrement utiles. Si on commence le fait de pouvoir pondérer l'analyse de données, s'ils sont couplés à la transparence, à d'autres éléments, pour détacher certains éléments particuliers dans lesquels il y a des risques, comment nous devons aborder ces risques. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces commentaires. Nous allons céder la parole à Caitlin pour avoir une perspective un petit peu différente. Caitlin travaille à l'IAPP. Caitlin représente des milliers de professionnels de la vie privée qui doivent aborder ces questions au quotidien et qui travaillent avec des scientifiques de traitement de données pour essayer de réorienter les organisations dans ce labyrinthe des différentes interrogations liées à ces domaines. Son intervention va être intéressante à écouter d'un point de vue des professionnels de la vie privée. Merci infiniment pour cette invitation. Cette invitation à participer à ce panel, c'est un grand honneur pour moi.
que de pouvoir échanger avec mes co-panélistes et merci donc beaucoup pour cette occasion qui m'est donnée. Je voudrais m'orienter aujourd'hui un petit peu plus sur les personnes. Je voudrais partager certaines idées dans le sens où je vais partager des informations pour savoir où nous nous trouvons et où nous nous projetons. Alors souvent on a vu la formule comme s'il s'agissait de quelque chose de blanc et noir, quelque chose de très manichéen, de retirer les bénéfices d'une analyse massive des données par rapport aux inconvénients. Je pense que nous diviser en avantages et inconvénients comme ça, c'est divisé en deux côtés. Et plutôt, nous devons nous orienter de quelle manière la gestion des bases de données peut participer au développement tout en procédant à une surveillance étroite. Je pense que, d'après ce que je comprends, ce n'est pas très différent de ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Je pense que le débat s'est polarisé au fil du temps. Je crois que nous avançons vers une dynamique pour laquelle nous reconnaissons et nous pouvons incorporer des nuances dans certains éléments de traitement et d'analyse des données. À chaque nuance correspond les principes de vie privée et de données personnelles que nous connaissons bien. Souvent, la vie privée, c'est le terme erroné pour parler de ce contexte. De nombreux, mes copanélistes ici présents ont parlé d'autres expressions, ont utilisé d'autres termes. Je pense que la question des pratiques justes et pratiques équitables est un terme beaucoup plus moderne, ou même le data stewardship. Je voudrais, Steve, donc, je ne sais pas si certains de tes collègues au Royaume-Uni, comme vous le savez, le Royaume-Uni a lancé une stratégie récemment pour savoir comment utiliser de façon productive les données au sein de la société. Je pense que ça vaut la peine de voir qu'au Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'a pas lancé une stratégie de protection de la vie privée ou de traitement des données, même si le processus de consultation introduit et incorpore toutes les thématiques et les questions à lesquelles les professionnels de protection des données personnelles et de la vie privée luttent. Je pense que c'est une approche beaucoup plus holistique ici. C'est là où se trouve notre champ de travail. Et je crois que c'est toujours utile de parler d'une perspective personnelle. Je parle moi ici de la perspective de l'IAPP. Les membres de l'IAPP ont cru dans un environnement juridique, mais aujourd'hui nous avons près de 70 000 membres et la grande majorité sont avocats ou travaillent dans le monde juridique et le reste ne pense qu'en matière de traitement des données et les considère que comme étant des données dans une optique d'ingénierie ou de produits ou de concept de produits dans une perspective de marketing, de sciences de données. Pour ces personnages, je pense qu'il est important de rappeler qu'il est important de limiter la récupération de données. Et cela n'est pas lié au fait de minimiser la récupération de données pour les aligner avec la GDPR ou l'article 5C, etc. ou toute autre disposition similaire dans d'autres législations, mais plutôt dans les cas où les données sont passives ou actives, lorsqu'elles peuvent être utiles aux organisations, aux personnes, comme le disait Lucie. Je pense qu'il s'agit là d'aligner le volume et le type de données rassemblées afin qu'elles puissent être analysées avec le besoin et les capacités du produit, avec les attentes des usagers, avec les organisations et les propres capacités de traitement et avec les différentes stratégies d'affaires,
tout cela dans la portée et les différentes délimitantes des données, comme étant principe recteur. Ben, c'est le principe et les principes que nos collègues ont partagés. Il me semble que ces dernières années, ces derniers mois, nous avons fait le constat de grands bénéfices issus de l'analyse des données pour donner une impulsion à l'innovation. La pandémie nous a posé de très nombreux exemples, bien plus de ce qu'on aurait pu imaginer depuis le développement de vaccins. Et quelque chose de très touchant, utiliser une appli pour identifier les symptômes de la COVID et pour identifier qu'une personne pourrait déjà être malade de COVID, même avant de présenter quelques symptômes que ce soit. Mais nous pouvons identifier des données très puissantes, mais nous avons pu établir les grands torts portés aux sociétés, les grands torts, et quand les sociétés contrôlent ces données et changent les opportunités, changent la donne. Et on a parlé de ces problématiques. Et dans un dernier lieu, au final, ce qui importe ici sont les personnes qui participent à toutes les étapes de l'analyse des données, et les personnes sont les personnes qui s'expriment quand elles trouvent que la façon dont ces données sont gérées n'est pas juste ni équitable. Et quand on parle, par exemple, de vie privée par concept, par design, comme un procès porté par le domaine juridique et la conformité, mais ça doit être, on doit voir de plus en plus toute une série de questions qui va impliquer bien d'autres disciplines, des personnes dans tous les domaines d'une seule organisation, parce que tout le monde est à se poser les mêmes questions. Si l'analyse des données déjà proposées n'est pas toujours s'il est conforme aux propos de l'organisation et va servir les fins de l'organisation, va servir aux fins de l'organisation, la façon dont on conçoit, on distribue ces produits. Et je crois que c'est lié à cette participation de professionnels à la protection de la vie privée, et c'est ce qui va nous mener à des solutions beaucoup plus pertinentes et adéquates, telles que les données synthétiques, par exemple, telles que les aspects multipartites sur la transparence, ciblés sur l'utilisateur, les alternatives aux cookies. Donc, il me semble que la vie privée devient de plus en plus technique. Donc, il faut impliquer les professionnels, les techniciens en grande mesure. Mais comme on l'a déjà répété à maintes reprises ici, cela devient quelque chose de beaucoup plus humain. Et en tant que professionnel de la vie privée, la protection de la vie privée, ici, la clé est d'avoir un ensemble de questions à poser et qu'il y ait une information sur le site web pour l'analyse des données. Il me semble que c'est un point de départ assez pratique, assez utile, et qui devrait être quelque chose qui permettrait le domaine juridique. Il pourrait commencer par là, et en impliquant bon nombre de disciplines, et que tous ensemble, on puisse proposer et poser nos propres questions et partager nos propres idées là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Kathleen. Très intéressant ce que vous venez de dire. Nous pourrions alors approfondir ce thème, mais nous devons dire ici cette reconnaissance par design et comment cela va évoluer comme une discipline, poser les questions précises
et l'importance de rassembler toutes les différentes disciplines pour entamer un procès bien plus rigoureux qui ne soit pas restrictif, qui essaye uniquement de prescrire des solutions, car cela peut conduire aux problèmes mentionnés par Daniel. Avoir des solutions par design, des solutions adéquates basées sur l'anonymisation comme une possible solution, et que les organisations comprennent les différentes options à l'anonymisation qui peuvent être utilisées. Donc, il semble que ce sera également une compétence ajoutée beaucoup plus importante dans le futur. Alors, la parole va à notre dernier intervenant qui nous suit si patiemment, si gentiment. Alors, Monsieur Ed Britton, qui travaille pour l'Air Force, qui a une grande expérience dans cette matière. Vous avez travaillé pour Microsoft, pour l'industrie, et vous travaillez au quotidien sur ce thème-là, et maintenant il est responsable de la vie privée dans son entreprise, Head of Global Privacy at Salesforce. Alors, la vie privée me passionne. J'ai le plaisir de vous accompagner dans ce panel. Bon, je patientais, oui, car je suivais les commentaires de mes copanélistes avec grand intérêt. Je conviens sur tout ce que vous avez dit. Je n'aurai aucun désagrément. Merci à mes copanélistes pour vos commentaires d'introduction. Comme vous l'avez dit, Salesforce a une équipe de publicité mondiale qui est les régulateurs à l'analyse des données et la priorité pour notre équipe de travail. Et qui est essentiel pour l'économie numérique, mais une utilisation erronée de ces données peut enclencher une responsabilité civile. Donc, il faut aider les clients à gérer les données, qu'ils utilisent ces données de façon percutante, mais de façon sûre, sécurisée et responsable. On peut faire, on peut bien tout faire. Je ne crois pas que l'utilisation de données soit une barrière. Cela aide à rendre l'analyse des données plus fiable. Et s'il y a une fiabilité, pas toutes les entreprises auront l'accès aux données. Donc, on protège la vie privée individuelle. C'est ce qu'on fait à Salesforce parce que nous avons la ferme croyance. Et il y a 3 points que j'aime soulever quand on parle d'analyse de données. Dans un premier temps, il me semble qu'il y a une pression régulatoire et la possibilité de migrer vers une analyse de données qui soit à mieux de protéger les données. Ensuite, les bonnes pratiques à la gestion des données qui protègent non seulement la vie privée et le commerce et permettent une meilleure analyse des données. Et maintenant, dans un troisième temps, je vais parler des données mondiales pour donner une impulsion aux affaires et pour donner une impulsion au changement positif de la société. Le premier thème, l'opportunité de faire l'analyse de données tout en protégeant ces données. L'analyse des données s'éloigne et s'écarte des individus en ce moment. Et heureusement, il y a des manières responsables de mener les analyses de données qui permettent aux entreprises d'avoir des perspectives plus approfondies sans avoir recours à des tiers parties. Donc, ils devront changer leurs métriques de performance, s'éloigner des ad tracking et des cookies. Bon. Cela pourrait bénéficier les entreprises, mais la métrique qu'on utilise actuellement ne représente pas les meilleurs paramètres pour le succès rayonnant des futures entreprises. Il me semble que les entreprises doivent changer les métriques de performance pour s'éloigner des impressions. Il s'agit d'évoluer, d'avancer dans nos interactions avec les clients et de façon organique. Je suis d'accord avec David. La transparence ici s'avère cruciale. L'utilisation, cette utilisation donnera plus de transparence aux utilisateurs et d'une manière bien plus protégée pour gérer le contrôle des préférences personnelles. Peut-être ce n'est pas aussi expéditif qu'on le voudrait, comme faire passer les données par des tiers parties, mais c'est assez efficace. Il me semble que
il y a des aspects qui pourraient être utiles pour les entreprises qui comprennent leurs clients et sur la base des interactions immédiates avec leurs clients. Et ces actions responsables sont la base d'une technologie efficace et cultiver une base de clients loyale. Et une bonne gestion des données va protéger les données. Et la publicité est importante parce que les personnes ne vont pas partager leurs données de façon volontaire s'il ne faut pas confiance à l'entreprise. Ceci est fondamental pour une analyse des données percutante, plus de transparence, plus de contrôle des personnes sur leurs données, la maîtrise sur leurs données de façon plus granulaire pour que les personnes évitent de partager les données quand ils ne le veulent pas. Il est utile pour cultiver la confiance, pour étayer les analyses, oui, mais en dehors de ça, il faut favoriser les personnes. Ce niveau de contrôle exige que les entreprises mettent en place une meilleure hygiène dans leurs pratiques et ce type de contrôle organisationnel va promouvoir la transparence, la protection des données, même si les personnes n'agissent pas, n'exercent pas ces contrôles. Leur vie privée doit être protégée par le biais des mesures organisationnelles entamées et gérées par les entreprises. J'ai vu des pratiques de gestion de données qui permettent aux clients de ces données, permettent aux clients d'effacer les données nécessaires et en même temps permettent une utilisation plus performante des données pour des entreprises plus innovantes dans le futur, des données qu'avant n'étaient jamais partagées. Daniel nous parlait de quelque chose de très intéressant, très vrai. Une organisation qui encourage les données de façon responsable et évidemment va inciter à une plus grande confiance. Le cadre juridique existant auquel David faisait allusion a encouragé la situation actuelle. Et maintenant, nous avons une norme qui s'est étendue et maintenant, plusieurs États aux États-Unis ont promulgué une législation en matière de vie privée qui s'aligne parfaitement avec ce besoin de contrôle et de maîtrise individuelle et de bonnes pratiques organisationnelles au sein des entreprises, y compris les évaluations obligatoires de risques et d'impact qui vont vraiment au-delà du ciblage des régulations traditionnelles telles qu'on les connaît. Et de telle manière qu'elles pourront être vérifiées par les autorités américaines. Et nous sommes un fournisseur qui développe des produits pour aider les clients à améliorer la gestion des données, la protection de leur vie privée. Nous avons le Privacy Center qui permet aux personnes de regarder, d'analyser leurs données individuelles et des techniques biométriques, des changements dans le consentement personnel ou des demandes qu'on a envoyées aux clients. Et en même temps, nous développons des capacités, des compétences de gestion de données qui permettront aux clients d'avoir une vision plus holistique de ces données dans un premier temps et dans tous les services qu'ils utiliseront. Ceci encourage une utilisation efficace des données, comme je l'ai déjà dit avant. Quand les personnes ont une vision élargie des données, ils se rendent compte qu'ils ont des données dont ils n'ont pas besoin, qui pourraient cesser d'utiliser si ces données ne sont plus nécessaires, dont ceci bénéficie la vie privée. Et j'ai vu qu'on l'a déjà déployé avec grand succès. Nous sommes une communauté globale, mondiale. Alors oui, avoir des silos à l'intérieur des frontières évite d'avoir une bonne analyse de données. Et je signale qu'il me semble que les prestataires de services devraient permettre aux clients de conserver leurs données au niveau local. À Salesforce, on a clairement indiqué à nos clients qui ne veulent pas transférer leurs données en dehors de l'Union européenne. On leur suggère d'utiliser des mécanismes pour protéger ces données au niveau local. Et Salesforce a ce but d'annoncer que nous avons maintenant Hyperforce pour permettre à nos clients de stocker les données et que ces données soient traitées, transformées uniquement à l'intérieur de l'Union européenne. Et même quand les entreprises opèrent ainsi, les entreprises devront transcrire les données de façon transfrontalière pour se communiquer avec les clients, se communiquer de façon efficace et pour avoir une bonne analytique de données qui reflète les tendances globales. Et à ce but, nous avons besoin, les gouvernements se doivent d'établir des cadres au partage de données sur une base d'un commun accord avec d'autres agences
agences gouvernementales. Sinon, nous allons exclure de données critiques à l'analyse des données et cela pourrait avoir des retombées catastrophiques. Et quand les ensembles de données sont très variés, cela nous permet d'interagir de façon plus équitable, sans biais. Et il est critique d'avoir des ensembles de données mondiales intégrantes en vue de pousser en avant les problèmes mondiaux tels la pandémie, les changements climatiques, les inégalités économiques et les thèmes également que Lucie a soulevés. Et nous pourrions mieux les gérer en tant qu'arbitre du bien-être. Et il y a des moyens de partager les données au niveau transfrontalier de façon responsable. Il y a des principes fondamentaux pour les prestataires de services dans le nuage, dans le cloud et promus par Salesforce en termes des engagements que les entreprises vont respecter l'accès responsable à la plus grande quantité de données possible, quoique les engagements de ces entreprises basés sur ces principes soient modestes. L'engagement pour y parvenir et les accomplir est très significatif. La confiance au principe, la confiance faite au principe du cloud, du nuage et la mise à jour de nos cadres réglementaires. Et ceux-ci ne sont pas des problèmes que le secteur privé pourra résoudre de façon unilatérale. Nous avons besoin de plusieurs éléments pour voir comment on pourra agir au niveau gouvernemental de façon responsable pour préserver les flux de données et permettre que l'économie tourne, permettre une analyse de données responsable. Salesforce a lancé ce qu'on appelle le rapport des We Are Borders 2.0. Et la contribution des flux de données transfrontaliers est énorme en termes économiques. 60% des transferts des données en 2022 seront des transferts numérisés. Et ce rapport nous dit que cette croissance n'agit pas aux dépens de la croissance. Le gouvernement japonais a affirmé qu'il est possible d'avoir un flux de données transfrontalier, mais tous les secteurs doivent agir conjointement pour partager ces données de façon responsable, surtout en ce qui a trait à l'accès gouvernemental aux données. Et j'espère pouvoir tenir ces échanges, car je crois que l'accès des gouvernements aux données est un des plus grands problèmes ces temps-ci et donc à cause des problèmes de confiance que cela peut générer. Et j'ai hâte de tenir ces échanges qui seront fondamentaux pour encourager une analyse de données responsable au niveau mondial. Merci beaucoup. Merci, Ed. Vous êtes penché sur une question fondamentale en termes d'accès de la part du gouvernement et c'est quelque chose qu'on considère au sein de l'OCDE en termes de comment les incorporer au débat portant sur ce thème. Tes commentaires ont été vraiment précis et tranchants en termes des changements des marchés, comment les marchés des affaires changent en termes de ciblage. Et la mise en exergue des données et l'hygiène des données qui assureront la meilleure protection de ces données. Il nous reste près de 25 minutes pour poursuivre le débat. Et je me suis penchée sur les différents thèmes, les commentaires qui ont surgi. Et bon, il y a beaucoup qui insistent à la transparence et la transparence est récurrente, mais il est clair que la transparence en elle-même n'est pas le fleuron de nos agissements. C'est très important pour une révolution efficace, mais il doit y avoir d'autres ingrédients. Il faut parler à l'évaluation de l'impact, l'évaluation des risques et comment on peut le faire de façon percutante. Et je tiens à redonner le micro à Edouard. Basé sur ton expérience, ton travail avec les clients, ton travail avec les entreprises, tu nous parlais des défis à relever et que les entreprises devront relever. Alors, quelle serait une bonne évaluation des impacts quand tu travailles avec une entreprise à l'analyse de données? Alors, dans quel cas faut-il exhorter les entreprises à faire plus en termes d'évaluation d'impact? Ah, très bonne question. Excellente question.
Je tiens à vous féliciter. Je salue tous vos efforts. Vous portez ces commentaires au-delà de la transparence, car le ciblage traditionnel c'est de donner à la personne la possibilité de comprendre ce qui se passe autour d'elle, mais l'évaluation des risques est liée à l'organisation, liée à l'organe chargé des procès et de la transformation des données. En termes d'analytique de données, d'analyse de données, la clé est de le faire en largeur et profondeur et nous avons deux vecteurs. En largeur, c'est que toute évaluation des risques est importante, pouvoir comprendre tous les thèmes qui en découlent. Vous parliez de la transparence internationale des données. Bon, ceci est pertinent. Bien sûr que c'est pertinent. Car la manière dont les données sont évaluées et on les traite de façon différente dans les différentes juridictions. Alors, je parle en largeur. Qu'on soit ouvert à toute la variété, à tout l'éventail de problèmes qui pourraient surgir quant à l'analytique des données. En profondeur, je veux dire par là qu'il est très difficile de comprendre quelle est l'importance pour les individus. Et en fin de compte, la seule chose qu'on évalue ici, c'est dans quelle mesure quelque chose qui pourrait être positif et bénéfique va nous porter à un bon port et avoir de bons résultats. Alors, mener à bon port, ceci, parfois, c'est un piège, et c'est trompeur, mais cela va bien au-delà de simplement cocher les cases et du point de vue de l'individu, savoir, du point de vue de l'individu, savoir que quand on gère ce type d'évaluation, il faut savoir, vous êtes l'individu, ce sont tes données, quel en est l'impact, et il faut évaluer tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edward. Moi, j'ajouterais même que c'est une réponse assez tranchante à tous les points qui ont été soulevés et les évaluations d'impact qui doivent être effectuées. Parfois, il est difficile de le faire dans la pratique, tout particulièrement quand nous avons nos propres biais, nos propres perceptions biaisées sur les situations. Donc, je tiens à te redonner le micro, Daniel, car tu avais une perspective plutôt pessimiste. Alors, quel est le rôle que doit jouer l'évaluation des risques et quel est l'impact qu'elle pourra avoir pour améliorer la contribution des individus à la lumière des soucis qui ont été mentionnés ici. Bon, le tout premier point à faire, c'est ce qu'a dit David. Il y a certains systèmes, certaines applications de l'intelligence artificielle qui devraient être bannis, interdits. L'article 19 est à promouvoir la reconnaissance des mouvements. Et nous avons également la campagne de l'Union européenne Retrouve ton visage et éviter la surveillance par le biais de l'utilisation de biométriques dans les espaces publics. Il y a certaines organisations qui se battent pour ça. Donc, ce type de transformation d'analytique devrait être tenu en compte. Et bon, ils se fondent sur ces idées où ils disent que les risques ne peuvent pas être atténués car ils sont beaucoup trop techniques au niveau de la transformation des données ou au niveau juridique. Et c'est là où on aurait besoin d'une clause ou une provision. Peut-être dans le futur, les choses avanceront à un niveau où on pourra remettre en cause certaines technologies, mais en relation avec d'autres. L'affaire est que nous ne devrions pas permettre la supervision ou la surveillance d'espaces publics, ni la surveillance des foules. Bien sûr, il ne s'agit pas d'interdire tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'on n'aime pas. Ce ne serait quand même pas la meilleure idée. Mais il s'agit également de parler des évaluations d'impact, quels sont les risques, comment les atténuer, etc. Alors, il me semble qu'il faut commencer à penser aux impacts
et aux évaluations d'impact, pas seulement comme quelle sera la conséquence des agissements de quelqu'un, mais plutôt que tous les acteurs dans l'écosystème ont un intérêt à poursuivre. Donc, il doit y avoir une transparence sur l'évaluation de l'impact et c'est là où nous trouvons les aspects importants. Il faut évaluer tous les risques potentiels d'un système très complexe dans des situations de déploiement très complexes et c'est certainement le cas de le dire que les organes à l'impartition de la justice doivent donner l'ordre d'ouvrir l'accès à ces évaluations d'impact qui doivent être publiques par défaut. On devrait pouvoir les voir, les analyser et les visionner. Et il y en a qui proposent que cette base de données et ces analyses de risque doivent inclure toutes les utilisations et les déploiements de ces systèmes et qui doivent être publics pour tout le monde, car on a besoin de cette analyse supplémentaire pour pouvoir dire, bon, cela n'a pas bien tourné, n'a pas été bien fait, en voici l'impact. Il est donc nécessaire de voir qu'on a un système très large, très vaste, qui va bien au-delà des évaluations d'impact, des évaluations des données. Et nous retrouvons parfois des plaintes très problématiques. Parfois, nous avons une affaire très polémique où nous avions un collègue qui faisait une reconnaissance des sexes et des mouvements des personnes dans le métro et ils ont dit qu'ils étaient pas en train d'utiliser l'information de ces personnes. Alors nous, on leur a dit, bon, il faut faire une évaluation de l'impact et on a besoin, et il faut que les acteurs de l'écosystème et également un panorama général de comment mener ces évaluations d'impact pour les améliorer. Et voici la condition préalable minimale pour pouvoir générer la confiance. Aïe. Bonjour, bonjour. Donc, le système a figé s'est figé pendant que tu parlais, alors j'ai mis mon écran bleu, Daniel. Mais oui, j'ai bien appréhendé ce que tu expliquais sur les évaluations des impacts et l'atténuation des difficultés dans ce contexte-là. Et je tiens maintenant à parler, à donner le micro à un autre intervenant. Lucie, en termes de la perspective de Privacy International, y a-t-il des défis, y a-t-il des problématiques quant à la concentration des organisations, par exemple, les intrants, par exemple, où ils se concentrent beaucoup trop sur le produit, les différentes les différences que les organisations ne perçoivent pas quand ils font un suivi des données. Bon, la première chose à dire, oui, c'est que on a grand mal à analyser ces évaluations, car comme vous l'avez bien dit, les entreprises ne divulguent pas leurs évaluations d'impact par défaut. Et nous avons déjà envoyé de nombreuses demandes pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'égard des données utilisées par les organes publics. Et nous voyons que souvent, pour utiliser ces systèmes privés, elles sont mises au banc. Et les entreprises qui veulent protéger leurs intérêts commerciaux pour des raisons de confidentialité ou de concurrence, et ce n'est pas ce que nous pouvons critiquer, puisque nous comprenons que les entreprises doivent protéger certains de leurs secrets commerciaux professionnels, mais
Ce que nous rejetons, c'est le fait que certains éléments sont utilisés par des organismes publics pour des prises de décision publiques et personne ne peut les voir car les raisons d'impact ne peuvent pas être rendues publiques, donc les organes de justice ne peuvent pas y avoir accès et nous refusent l'accès aux informations. Nous devons donc faire appel à eux pour pouvoir obtenir ces évaluations. Très souvent, si nous regardons ces évaluations, elles ne sont qu'un exercice comme une liste de vérification pour lesquelles il existe un ensemble de questions où certaines personnes entrent en considération, mais chaque système est très différent et a un impact sur les personnes de différentes manières. Je pense que les personnes qui ont conçu ces évaluations d'impact doivent penser de manière beaucoup plus étendue, beaucoup plus vaste, pour voir. Nous avons travaillé par exemple sur des évaluations concernant l'impact de reconnaissance faciale. Dans des petites villes en Italie, nous avons travaillé où les gens qui réalisent ces évaluations ont considéré le risque justement pour les individus. Donc cela permet d'écarter toutes les personnes et écarte le besoin d'avoir ou non la nécessité de recourir à ces technologies. Donc il est difficile de voir des évaluations qui aient été menées de manière à ce qu'elles considèrent véritablement le risque que cela représente pour les individus. Je pense qu'on a perdu Steve à nouveau. Très bien, merci infiniment. Excusez-moi pour mes problèmes de connexion. Je crois que j'étais ici, je suis resté bloqué. Donc, nous parlions de l'aspect de la transparence et évaluation. Ce que je disais, c'est que nous ne voyons pas qu'il y ait une évaluation d'impact au niveau des personnes suffisamment, en tout cas, puisqu'on ne les considère même pas. Donc c'est quelque chose qui nous rend la tâche beaucoup plus complexe. Merci. Alors je voudrais céder la parole à Caitlin afin que tu nous exposes ta perspective en matière d'évaluation, comment être efficace et comment les gens peuvent se tromper, quelles leçons nous pouvons retirer des erreurs. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vraiment réagir à deux, trois petits commentaires, réagir à des commentaires sur deux, trois petites choses que j'ai entendues de façon très introspective. En tout premier lieu, ce qui vaut la peine de quelque chose sur laquelle une chose sur laquelle nous devons nous orienter et nous concentrer, c'est ce qui a été mentionné par Daniel sur le suivi de l'attention des enfants, puisque très souvent, les personnes demandent aux enfants de placer une expression du visage comme s'ils étaient très attentifs, et cela est basé sur des résultats, alors au lieu de nous baser sur des impressions. Donc je crois qu'il vaut mieux penser aux actions que nous menons au sein de nos entreprises avec les différents acteurs au vu des décisions prises par rapport à la gestion des bases de données. Donc, il nous faut nous baser sur notre perspective. C'est le résultat que nous voulons et vers où nous pousse cette analyse de données, si elle nous pousse vers une prise de décision où on ne sait même pas s'il s'agit de la décision correcte. Un autre point, c'est que je voudrais souligner le fait qu'a été développée une orientation en matière de transparence sur les évaluations d'impact et la profondeur et les détails de pensée
critique quant aux évaluations d'impact. Si vous me le permettez, je vais vous le partager dans un petit moment. Nous, en tant qu'agence gouvernementale, nous répondons à toutes les demandes d'information que l'on nous adresse et il se trouve que très souvent, les acteurs doivent nous demandent d'écrire une norme où on en indique qu'il ne faut absolument rien écrire sur un courriel, un email, rien qui ne puisse apparaître, qui soit donc qui puisse apparaître en première page donc du New York Times par exemple. Donc il ne s'agit pas de donner une recette ou d'empêcher les pratiques, des pratiques déjà existantes, mais disons qu'il est nécessaire de faire preuve de transparence vis-à-vis des évaluations en matière d'impact, mais tous en tant que professionnels au niveau de la protection de la vie privée, c'est comment pouvons-nous en faire pour garantir une transparence qui, sans aucun doute, a besoin comme cela a été signalé, il y a un type de transparence obligatoire qui nous pousse en ce sens. Voilà, je voudrais juste vous attirer l'attention sur ce point-là. Très bien, donc nous allons voir les limitations et comment nous pouvons travailler au niveau interne tout en développant ces outils en matière de transparence. Ed, tu as eu une expérience en matière de gestion de la transparence. Lorsqu'ont été divulguées certaines évaluations d'impact, quelles ont été les conséquences par rapport à ce que dit Kathleen? Donc, comment peut-on parvenir à un équilibre entre transparence et évaluation d'impact? Oui, très bien. Donc, je crois qu'il y a là deux thématiques. Tout d'abord, le processus d'évaluation d'impact. Ici, on en revient à ce qui a été dit au préalable par Daniel concernant la participation des parties intéressées. On peut vite penser à une évaluation d'impact environnemental, par exemple. Depuis 1969, les États et autres pays, même dans les années 80, mais depuis 1979. Donc il s'agit d'un processus au cours duquel les parties intéressées doivent participer. Il ne s'agit pas d'une auto-évaluation de ce qui est fait. Si le projet est suffisamment d'une ampleur suffisante ou s'il affecte certains domaines sensibles ou certains domaines qui ont trait à la vie privée ou qui concernent plusieurs catégories de personnes. On doit donc procéder à une évaluation d'impact et la participation des parties intéressées. Il existe donc une préoccupation. Il s'agit d'un exercice de politique publique ou un simple exercice de vérification, mais on ne doit pas sentir que les gens essayent de se cacher. Au contraire, il s'agit de savoir et d'effectuer une véritable évaluation de l'impact et par la suite, c'est un processus de refroidissement en quelque sorte, puisque nous avons la pleine liberté de demander des informations que l'on va fournir. Donc, le gouvernement doit expliquer pour quelles raisons il a pris telle ou telle décision. Et si, à l'issue de cette prise de décision, ils ont rencontré des problèmes, eh bien, ils doivent donc faire appel à une certaine norme pour l'évaluation d'impact. Plus qu'un simple abord simpliste, nous prenons vraiment cela très au sérieux. Nous le faisons vraiment parce que cela est absolument positif pour tous en matière de divulgation. Je voudrais m'autoriser à penser que si nous parvenions à
faire évoluer ces évaluations, eh bien, nous aurions un outil beaucoup plus prégnant, beaucoup plus fort, et le problème n'existerait plus. Il s'agit en fin de compte de faire confiance aux gens. Le problème, c'est que une personne à la tête du New York Times, s'il ne veut pas ouvrir les yeux, le constater, c'est qu'il n'en a pas l'intérêt. Donc, c'est en tout cas une bonne raison pour s'en préoccuper. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir établi ces différentes formes par lesquelles nous pouvons envisager le processus et dans le même temps signaler l'importance de la consultation et de l'impact sur la vie privée. Il y a un code antérieur à la GDPR et nous recommandons vraiment, en termes de bonnes pratiques, donc l'on parle de ces analyses d'impact. Nous avons un petit peu de résistance à cet égard, mais ce qui est important ici, c'est que les organisations aient toujours un intérêt à écouter leurs clients dans une composante de confidentialité. Je pense que les organisations doivent apprendre à poser les bonnes questions et au moment opportun et aux personnes adéquates, afin que la consultation soit tout à fait significative. Je vois, c'est ce que Caitlin dit par rapport aux organisations qui doivent se concentrer sur le résultat et pas uniquement sur les impressions. Puis, l'utilisation de différentes techniques qui nous permettent, qui nous aident et nous permettent de réunir différentes expériences. Donc, nous pourrions continuer nos échanges, mais il est déjà 22h30 ici à Londres, donc nous allons conclure prochainement. Je voudrais conclure ici justement en donnant un bref résumé donc des évaluations d'impact, quelles sont leur efficacité et leurs résultats. Donc je voudrais juste dire que mes collègues ont des dispositions à la reconnaissance faciale. Salesforce permet l'utilisation de nos produits pour la reconnaissance faciale, mais je crois que l'on doit travailler dans certaines dispositions contractuelles. Et concernant l'évaluation d'impact, je pense que c'est absolument utile en tant que professionnel de la vie privée, car la meilleure manière de procéder, c'est de procéder donc par écrit. J'ai vu des entreprises qui avaient des modèles d'affaires et qui voulaient produire davantage de vie privée et à travers le GDPR, il s'agit donc d'essayer d'impliquer les départements d'ingénierie afin qu'ils nous aident à repenser comment améliorer la protection de la vie privée sans avoir d'impact sévère. Donc je pense que ici l'idée la plus importante, c'est que le processus ne soit pas dilué et nous avons besoin donc de davantage de transparence et la meilleure manière d'y parvenir, c'est par le biais d'un processus interne qui se fixe sur les détails mais qui dans le même temps amène davantage de transparence à l'égard du public. Lorsque nous devons procéder à une évaluation d'impact, eh bien, on peut représenter les évaluateurs et toujours il est nécessaire de l'effectuer dans la plus grande transparence. Merci beaucoup, Ed. Je pense que c'est une thématique importante sur laquelle nous pouvons conclure et nous verrons les moyens pratiques promus par les organisations en matière d'évaluation d'impact et ainsi pouvoir orienter un nouveau concept de vie privée. Nous concluons ce panel à l'issue de ces 2 heures. Nous avons eu quelques petits soucis techniques qui nous ont empêchés de commencer à l'heure, mais je voudrais malgré tout remercier nos 6 panélistes, Eduardo, Daniel, Lucy, Dave, Ed, Caitlin. Ça a été vraiment fantastique de pouvoir aborder ces questions et nous plonger dans ces questions
Et pour résumer, donc, on a souvent parlé de transparence, abordé le mot de transparence, dont nous devons nous y concentrer et aborder les questions de ce qui fait en sorte que la transparence soit efficace dans la pratique sur différents niveaux sur lesquels nous devons travailler. Je pense que nous avons eu d'excellents échanges sur ce que les organisations doivent faire, comment les choix adéquats doivent être effectués pour procéder à une conception du schéma de vie privée exigé. Que se passe-t-il avec les entrants et les résultats et comment évaluer ces résultats de façon objective. Et je pense que nous devons souligner qu'il ne s'agit pas uniquement de l'impression, mais sinon comment nous pouvons comprendre tout cela. Il faut également comprendre l'étendue importante des personnes qui utilisent ces thématiques-là, qui traitent ces thématiques-là, et également la prohibition et l'orientation des politiques publiques et comment pouvoir résoudre certaines problématiques. Parce que s'il y a trop de prohibitions, eh bien le système de régulation va être affecté. Et on devra toujours procéder donc par la suite en conséquence à davantage de législation. Il y a énormément de consensus entre nous tous par rapport à la manière par laquelle le secteur privé et les autorités agissent. Je voudrais donc vous remercier pour vos apports et nous allons donc conclure cet événement ainsi. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne fin de journée, au revoir.